pour parler d'un think tank. Un think tank, c'est un laboratoire d'idées, en général à but non lucratif, indépendant de l'État, indépendant de toute puissance politique, et qui a pour objectif de réunir des experts, des personnes pour travailler sur des idées et faire des propositions. Dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit du CERM, donc qui est le Centre d'études et de réflexion pour le Mali, qui est donc un think tank qui a un statut d'association et qui est présidé par Ousmane Sy. Et nous avons la chance ici aujourd'hui d'avoir avec nous M. Moussa Mara, qui est secrétaire aux relations internationales de ce think tank. Merci pour le déplacement et pour parler effectivement, comme Awa l'a dit, de quelque chose qui est assez nouveau dans le paysage public de notre pays. C'est-à-dire un centre de réflexion, comme les anglo-saxons l'appellent un think tank ou un think tank, c'est-à-dire une structure qui a pour vocation principale de réfléchir, de proposer de manière tout à fait indépendante et libre, et de proposer à tous les décideurs, qu'ils soient aux affaires, qu'ils ne soient pas aux affaires, des réflexions pour répondre un peu au sujet de préoccupation nationale. Et l'objectif de notre rencontre, c'est de vous en parler et de voir dans la mesure du possible ceux ou celles d'entre vous qui seraient intéressés par participer aux activités de cette structure. Comment y participer, puisque la structure est à Bamako, vous êtes à 5000 km de Bamako. Mais bon, avec les technologies, aujourd'hui, la distance n'a plus beaucoup de sens. Et comment faire en sorte que cette structure puisse connaître l'évolution que nous souhaitons en termes de production intellectuelle pour notre pays. Je vais d'abord commencer par dissiper un certain nombre de malentendus. Je suis persuadé que certains d'entre vous vous posez ces questions. Après, je vous parle de comment l'idée est venue pour créer cette structure. Après, le processus de création, ses objectifs. Et enfin, ce que la structure a réalisé déjà depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc, en une trentaine de minutes, je vais vraiment vous parler du CERM, le Centre d'études et de réflexion au Mali. Et après, on ouvrira les discussions, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez poser. Et j'essaierai d'y apporter les éclaircissements qu'il faut. D'abord, les malentendus à dissiper. Nous avons fait face, justement, au moment où on a créé le think tank, on a fait face un peu à ces malentendus au Mali. Moi, je suis un homme politique. Et nous, généralement, les hommes politiques, quand on porte une initiative, tout le monde voit de la politique derrière l'initiative. Tout le monde, sans exception. Et ce think tank-là, le CERM, a beaucoup souffert de cela au début. Mais maintenant, c'est assez dissipé. Donc ici, nous ne sommes pas là pour parler de mon parti politique. Nous ne sommes pas là pour parler de moi-même en tant qu'homme politique. Nous sommes là pour parler exclusivement du Centre d'études et de réflexion au Mali, qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit politique ou non politique, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, qu'on soit de tel parti ou de tel parti, c'est ouvert. Ici, ce n'est pas un espace politique, c'est un espace intellectuel. Contribuer, essayer de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Donc ça, c'est un malentendu important dont a beaucoup souffert le CERM au début et dont il continue de souffrir parce que certaines personnalités qui l'animent, eu égard à leur parcours et à leur situation politique, impactent sur le CERM. Vous entendrez, le CERM, c'est un moyen pour ceux qui l'ont créé de capter des militants. C'est un moyen pour ceux qui l'ont créé de trouver des échos ou des interlocuteurs ou une envergure qu'ils n'ont pas en tant que leader politique. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, ce n'est pas politique. Ça n'a rien de politique. Moi, je suis président d'un parti politique qui a aussi une structure de réflexion, qui n'a pas attendu la création du CERM pour proposer des idées. Et tous les jours, il continue à proposer des idées. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, je voulais vraiment éclaircir cette situation pour que chacun et chacune d'entre vous vous mettez à l'aise et qu'on n'arpente que la piste intellectuelle, uniquement, sans positionnement politique.
Maintenant, pourquoi créer une structure qui a pour vocation de produire des idées pour notre pays? Nous sommes principalement deux initiateurs du CERF. Ousmane Sy, le président, et moi-même. L'idée de la création du CERF est partie d'une discussion que nous avons eue tous les deux. À la sortie du gouvernement. Nous sommes tous les deux sortis du gouvernement en même temps. Moi en tant que Premier ministre, lui en tant que ministre de la décentralisation. Et lors de nos discussions, on s'est rendu compte, et ça on le constate quand on est aux affaires, que la capacité de production et de proposition d'idées de notre pays est proche de zéro. C'est-à-dire, si vous regardez les télés, quand on parle de la crise malienne, ou quand on parle des problèmes maliens, et quand on invite des experts, vous vous rendez compte que dans 9 cas sur 10, ce ne sont pas des Maliens. C'est-à-dire vous avez d'autres qui parlent du Mali mieux que les Maliens. Et ça, ce n'est pas sorcier, c'est parce que les Maliens ne sont pas connus comme étant des personnes qui produisent, qui se font connaître au-delà du Mali, qui se font connaître au Mali par leur capacité intellectuelle sur les problèmes du Mali. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça c'est un premier constat, c'est que notre production intellectuelle, de manière générale dans notre pays, sur les sujets de préoccupation, elle n'est pas fournie. Ça concerne les leaders politiques, ça concerne les intellectuels, ça concerne les universitaires. On est un pays où on a perdu l'habitude de produire, de publier, de faire des articles, de faire des livres, de débattre, d'échanger, tout ce qui participe du foisonnement d'idées indispensables à faire avancer un pays, par les idées et par les propositions d'idées. Ça, c'est un élément, c'est un constat que nous avons fait. Le second constat, c'est que les centres de production intellectuelle par excellence de notre pays, c'est-à-dire les universités, sont assez éloignés de leurs préoccupations, ce qui devrait être leurs préoccupations immédiates, c'est-à-dire produire. Que les gens fassent des thèses, que les thèses soient publiées, que les gens fassent des articles, que les maîtres assistants, les maîtres de conférences, les professeurs titulaires, qu'ils avancent en grade sur la base de leur contribution intellectuelle, bref, que l'université soit un centre de production intellectuelle, comme c'est le cas dans tous les pays normalement constitués. Donc là aussi, on a fait le constat que bon, la production intellectuelle brute, initiale, elle n'est pas forcément là. Le troisième constat, qui est peut-être issu des deux précédents, c'est que nous sommes un pays qui a perdu l'habitude des débats d'idées principalement. Il y a de temps en temps des débats, mais ce n'est pas des débats d'idées. Quand les gens s'opposent, ça devient des oppositions de personnes très rapidement, parce que justement, et celui qui est là en face, et celui qui est opposé, on ne produit pas beaucoup d'idées. Donc, les discussions ne se font pas sur les conceptions de la société, sur les projets, sur les programmes, ça se fait sur les personnes. Et ça crée de la tension dans un pays. Les gens deviennent opposés les uns aux autres par personne, plutôt que par idée. Et quand on est opposé personnellement, ça devient un peu plus difficile à gérer que quand on est opposé sur le plan des idées. Nous avons constaté cela. Quatrième constat, qui découle aussi des deux précédents, des deux premiers, c'est que rarement dans notre pays, vous avez des spécialistes consacrés des domaines. Parce que tout le monde est spécialiste de tout. Donc finalement, personne n'est spécialiste de rien. Aujourd'hui au Mali, et ça vous pouvez le voir en France, vous pouvez le voir dans presque beaucoup de pays, quand on va parler des collectivités locales, il doit y avoir normalement dans tout pays quelques personnes, 2, 3, 4 personnes, qui sont considérées comme maîtrisant le sujet. Ils l'ont pratiqué, ils ont écrit dessus, ils ont exercé des responsabilités, ils interviennent régulièrement dans la presse sur ces sujets, donc ils sont considérés par une bonne partie de l'opinion comme étant des spécialistes du secteur, donc on les écoute. Chez nous, regardez un peu, tout le monde parle de tout. Donc finalement, quand tout le monde parle de tout, en réalité, personne ne parle de rien. Parce que personne ne dépasse l'écume, personne ne va dans le fond.
On ne traite que rarement les sujets de fond et de manière approfondie. Donc il n'y a pas de véritables spécialistes dans les différents secteurs d'activité qui sont capables d'éclairer les dirigeants, qui sont capables d'anticiper, qui sont capables de jeter des ponts au-delà des mers pour que ceux qui dirigent aujourd'hui puissent avoir une idée de la destination qu'ils sont en train de prendre quand ils prennent une décision aujourd'hui, ses impacts à moyen et long terme, comme dans tous les pays importants de la planète. Donc, tout ça se résume par un constat. C'est que nous sommes un pays qui devient de plus en plus myope. Tous ensemble. Les dirigeants, les leaders intellectuels, les leaders de la presse, la société civile, les autres organisations. On devient une société du quotidien, qui ne pense pas l'avenir, qui n'anticipe pas, qui n'éclaire pas, et qui ne trace pas, qui ne sait pas bien tracer sa route. Et quand on devient société myope, ce sont les autres qui nous donnent des lunettes. Donc on regarde à travers les lunettes des autres. Ce sont les autres qui nous éclairent, ce sont les autres qui nous montrent la voie et finalement ce sont les autres qui nous dirigent. Si on ne fait pas attention. Et on fait ce constat, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà nos partis politiques. Ousmane Si, lui, il est de l'ADEMA, moi je suis de l'ELEMA, d'autres personnes sont d'autres partis. On a dit il faut qu'on puisse créer un cadre, qui est un cadre non partisan, non politique, où tous ceux qui ont des choses à dire, à penser, à réfléchir, nonobstant leur position politique, ils pourront venir le faire. De manière tout à fait transparente, indépendante, ouverte. Et que nous commencions progressivement à produire, à donner des perspectives, à faire des propositions, à éclairer. Quitte à ce que ceux qui dirigent prennent nos idées ou ne les prennent pas. Le principe du think tank, c'est ça. Donc très rapidement, on a convenu que tiens, il faut créer une structure. Il faut créer un think tank, une structure de réflexion. Il faut lui donner des objectifs très précis. Et il faut essayer de commencer à la vulgariser. Là, c'était en février de cette année, février 2015. Donc très rapidement, il y a plusieurs autres personnes que nous avons contactées qui se sont montrées intéressées. Et on a une dizaine de personnes à lancer. L'idée, on a créé rapidement une association avec des statuts règlements intérieurs. Et on a donné un certain nombre d'objectifs au think tank. Les objectifs du CERM sont à un certain nombre, qui participent du constat, des constats dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier objectif, c'est de faire des propositions aux décideurs publics, privés, sous forme de contribution intellectuelle sur tous les sujets que nous estimons importants pour le pays. Quitte à ceux qui les prennent ou qui ne les prennent pas. Donc, produire intellectuellement par rapport aux défis auxquels le pays fait face. Second objectif, c'est d'aider à la production intellectuelle du pays, quelle qu'elle puisse se trouver. Partout où il y a des structures, il y a des cadres, comme l'université, comme d'autres acteurs, c'est de se mettre avec ceux-ci, de les accompagner, de les aider, pour que les idées que ces structures, ces personnes ont, que ces idées puissent être reçues. Troisième objectif, contribuer à faire en sorte que les Maliens moyens, et c'est là où il y a l'innovation du CERM, soient aussi informés des productions intellectuelles. Parce que les gens pensent souvent que les productions intellectuelles, c'est uniquement pour les élites. Mais le citoyen lambda, il n'y a pas de production intellectuelle aussi élaborée qu'elle puisse être, qui ne puisse pas être mise sous une forme ou une autre à la disposition du citoyen lambda, afin qu'il puisse la comprendre. Donc on a dit, il ne faut pas seulement avoir l'orientation vers les décideurs, mais il faut aussi avoir l'orientation vers le Malien moyen, à travers les médias auxquels il a accès, pour que lui aussi il sache, quand on fait une production dans tel domaine vers les dirigeants, qu'il sache qu'il y a des possibilités dans tel ou tel domaine, afin qu'il puisse aussi lui approfondir ses connaissances
améliorer ses connaissances sur tel domaine ou tel domaine du pays. Donc il y a des actions à destination des décideurs, mais il y a aussi des actions à destination du grand public. Autre objectif, c'est de participer à la spécialisation de la maîtrise de certains sujets par les Maliens. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'experts au sens littéral du terme dans les sujets majeurs de notre pays. Donc tout ce qu'on peut faire pour que l'expertise réelle, approfondie d'une personne dans tel domaine puisse être avérée, reconnue, pour que cette personne soit étiquetée comme étant maîtrisant ce sujet, ben c'est de contribuer à cela. Et donc de participer à la mise en place de véritables bases de données de compétences et d'expertise intellectuelle malienne sur les principaux sujets de préoccupation nationale. Ça, ce sont des objectifs importants, ambitieux, que nous nous sommes fixés. Et nous nous sommes organisés pour essayer d'aller dans ce sens-là. Maintenant, quand le CERM a été créé, nous avons dit, avec ces objectifs, il faut que nous essayons de mener un certain nombre d'activités. Nous avons catégorisé les activités du CERM. Il y a plusieurs catégories d'activités que nous pouvons mener. La première catégorie d'activités qui nous semble être la plus importante, la plus lourde, c'est de produire des études approfondies sur des sujets majeurs pour l'avenir de notre pays. Par exemple, la question de l'éducation, la question de la démocratie. Mais des études approfondies qui ne sont pas des études d'une semaine, de 2 semaines, où on va faire un atelier, réunir des gens, non. C'est de constituer de véritables équipes de spécialistes qui vont travailler pendant plusieurs mois sur ces domaines et qui vont essayer de faire des études approfondies et des propositions précises, pertinentes sur tout ce qu'il faut faire pour améliorer ces secteurs-là à court, à moyen et à long terme. Là, on a identifié 4-5 sujets majeurs. On a dit, nous allons engager des ressources importantes pour mener ces études-là. Et après, on va les proposer aux décideurs, quitte à ce qu'ils les prennent le temps. Là, c'est un premier axe d'activité que le CERM s'est fixé comme objectif à mener. Deuxième axe, c'est d'organiser des colloques sur des thèmes un peu plus légers, où en une journée, on va réunir les experts d'un certain domaine, ils vont s'asseoir et réfléchir, faire des propositions et que nous allons publier dans la foulée. Nous avons identifié une quinzaine de thèmes et on a déjà organisé un colloque et il y a un deuxième qui est en train d'être organisé. Donc l'avantage des colloques, c'est que ça permet de donner une visibilité un peu plus importante au centre et ça permet aussi de produire un certain nombre d'idées, même si ce n'est pas des idées très profondes, mais qui peuvent donner des pistes utiles aux décideurs. Le premier colloque, par exemple, c'était le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix et des réconciliations issues du processus d'Alger. Donc ce colloque a eu lieu le 2 mai et nous avons produit les actes et publié les actes du colloque avant la fin du mois de mai à tous les décideurs et nous sommes en train de nous organiser pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités grand public afin que les résultats de ce colloque soient partagés avec les Maliens. Donc là aussi, ce sont des activités qui sont en cours et que nous comptons mener à bien. Troisième niveau d'activité, ce sont des publications ponctuelles sur le site du centre à destination du grand public sur des sujets jugés pertinents par un comité scientifique. Et là, c'est du tout venant. C'est-à-dire, un fondateur du CERM a envie d'écrire sur un domaine déterminé, il écrit, les gens valident, on publie. On publie sous l'étiquette du CERM, on publie sous la responsabilité de la personne, mais on publie. Donc là aussi, c'est des actions de publication intellectuelle sur les domaines. Et tous les domaines sont les bienvenus à la matière. On les met sur le site du CERM
et on les publie. Donc ça, c'est aussi un niveau d'activité que nous nous sommes fixés. Quatrième niveau d'activité, maintenant, ce sont des activités qu'on mène en partenariat. Nous avons décidé de cibler un certain nombre de partenaires quasi naturels pour le CERM. Par exemple, toutes les universités, que ce soit les facs de médecine, facs de droit, facs d'économie, nous avons saisi toutes les universités pour leur proposer des partenariats afin que nous menions ensemble des activités. Ça peut être organiser des colloques, des conférences, publier des thèses, prendre des ressources humaines de l'université pour les mettre sur nos études, toute forme de collaboration. Nous avons déjà eu une discussion avec une des universités, c'est l'Université des sciences humaines et politiques. Et nous avons un partenariat qui est en train d'être discuté avec cette université. Nous espérons lancer ce partenariat au mois d'août. Nous avons aussi été contactés par un think tank ghanéen pour établir un partenariat avec le CERM, afin que le CERM les aide sur toutes les publications francophones. Think tank ghanéen qui s'appelle Imani. On a déjà une convention de partenariat qui est sur les termes desquels on est d'accord, et donc il doit être signé en août, soit à Accra, soit à Bamako, pour la collaboration entre cette structure et le CERM, toujours en termes de production, face à des sujets de préoccupation majeurs pour notre pays. Là, les perspectives sont ouvertes, donc il y a la possibilité que le CERM collabore avec soit des think tanks qui existent déjà, soit des universités, soit des structures de recherche, soit des centres de formation, toute structure qui a vocation à produire des idées, faire des recommandations, faire des propositions pour répondre aux préoccupations publiques, notamment les préoccupations de notre pays, sont susceptibles d'être considérées comme partenaires du CERM et puis qu'on puisse travailler. Et comme activité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la constitution d'une base de données de compétences maliennes, d'expertise malienne sur des sujets de préoccupation nationale. Donc là aussi, nous lançons un appel à toute personne qui s'estime capable de produire sur un domaine déterminé dans notre pays, qui a le background intellectuel, pas forcément académique. Quand je dis intellectuel, l'intellectuel, ce n'est pas forcément le diplôme. En termes d'expérience, en termes de capacité, pour pouvoir être considéré comme crédible sur des sujets de préoccupation, nous lançons un appel et on est en train de constituer cette base de données de compétences. Donc là aussi, le CERM souhaite vraiment constituer cette base, participer à l'animer, l'actualiser, afin que, bon, quand on veut réfléchir sur un domaine déterminé, qu'on sache que tel nombre de personnes, certains basés à Bamako, d'autres aux États-Unis, d'autres en Asie, sont susceptibles d'y contribuer. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile pour le CERM, mais aussi pour la production intellectuelle de notre pays. Donc le CERM, voilà, on a commencé les activités comme je l'ai dit. On a fait un premier colloque au mois de mai. Ce colloque a vu la participation d'une quarantaine de personnes, des chercheurs, des universitaires, des leaders politiques ou non, de la société civile, des cadres maliens, des étrangers qui ont travaillé pendant une journée sur la contribution des collectivités locales à l'accord de paix. Le second colloque que nous allons organiser, j'espère, au mois d'août, c'est sur les rapports entre le gouverneur de région et le futur président de région, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui avaient lu l'accord de paix, on dit maintenant que le président de région va être le patron de la région. Alors que nous tous au Mali, quand on dit patron de la région, nous pensons tous gouverneur. Donc le gouverneur ne va pas disparaître. Le gouverneur, c'est le représentant de l'État, l'autre, il est élu par la population. S'il n'y a pas une collaboration harmonieuse entre eux, ça risque d'être deux crocodiles dans un même marigot. C'est un peu compliqué. Donc on a décidé d'organiser un colloque sur ça. Et nous espérons qu'il y aura de bonnes propositions sur comment faire en sorte que ça se passe bien et que les deux puissent coexister. C'est un peu comme ici, le président du conseil général et le préfet, ou le président du conseil régional et le préfet de région. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un conflit quand c'est délimité et quand chacun joue son rôle conformément à ce que la loi prévoit. Mais il faut réfléchir et baliser
chemin. La dernière chose que je vais vous dire avant de vous passer la parole, c'est le financement du CERF. Effectivement, je suis à peu près sûr que cette question va arriver. Une structure de ce type, elle ne vend rien, en tout cas pas à court et moyen terme. On produit des idées, et dans notre contexte, les idées, ce n'est pas ce qu'on peut vendre. On va pouvoir les vendre quand les gens seront convaincus que les idées servent à quelque chose. Mais aujourd'hui, non. Donc, comment financer? Nous avons un premier niveau de financement, ce sont les membres du centre. Nous avons d'abord la cotisation. Ensuite, nous avons les contributions volontaires des membres. Le second niveau de financement, ce sont les financements institutionnels. C'est-à-dire les partenaires techniques, l'État, en fonction de leur centre d'intérêt par rapport au travail qui est engagé par le CERM, peuvent être intéressés à financer tel aspect, tel aspect, tel aspect. Le premier colloque, par exemple, nous l'avons organisé, ça a coûté, je crois, 9 millions de francs CFA. Et ça a été financé à 100% par la Banque mondiale. Ça, c'était un peu plus simple. Bon. Le second colloque, il y a 3 ou 4 partenaires qui vont contribuer au financement, dont certains membres du CERM. Et nous sommes en train de nous orienter, troisième niveau de financement, vers les entreprises. Ce n'est pas gagné, mais on va essayer. Parce que la plupart des think tanks au niveau international sont financés par les entreprises. Mais au niveau international, c'est d'autres réalités. Donc nous allons essayer de travailler avec les financements disponibles, bailleurs de fonds, PTF, l'État, dans la mesure du possible, membres du think tank, et progressivement nous orienter vers des financements plus durables. Les PTF et autres, c'est en fonction de leur intérêt. Vous voulez faire telle activité, ça m'intéresse, je vais vous aider. Et si les activités ne m'intéressent pas, je ne vous aiderai pas. Donc il faut qu'on puisse trouver des alternatives pour avoir un dispositif de financement plus pérenne. Là, nous sommes en train de travailler dans cette direction. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que je souhaitais vous dire pour vous présenter le CERM, son histoire, qui est une histoire courte, mais déjà assez riche, les réalisations qui ont été faites, les perspectives, et voir dans quelle mesure nous pourrons avoir ici en France des personnes qui sont intéressées pour participer à cette œuvre. J'insiste sur ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire c'est totalement apolitique. Ce n'est pas lié à tel parti ou tel parti. Il y a plusieurs membres de plusieurs partis qui sont dedans, il y a plusieurs responsables de plusieurs partis qui sont dedans. Il y a des membres de la société civile qui ne sont pas partis qui sont dedans. Maintenant, pour être membre aussi, je pense qu'il faut le dire, on a un système de validation. C'est-à-dire, toute personne qui est intéressée par être membre du CERM, il doit envoyer son CV au secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif le partage avec les membres du bureau. Il y a, je crois, 7 membres du bureau. Et là, la candidature est validée ou pas. Nous avons les membres, nous avons les membres sympathisants. Bon, sympathisant, c'est un peu celui dont la candidature n'est pas approuvée, mais on ne veut pas lui dire qu'il est rejeté. Et nous avons les membres d'honneur, c'est un certain nombre de personnalités que nous ciblons qui peuvent éventuellement jouer un rôle pour donner un peu plus de visibilité au CERM. Nous avons aussi un comité scientifique qui est constitué par des membres du CERM disponibles à mettre un peu de leur temps à la disposition du centre pour travailler sur les productions, travailler sur les idées. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel, mais dans les questions, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur les sujets et les préoccupations des uns et des autres. Merci encore une fois pour votre présence. Merci. Pourquoi vous n'avez pas cherché à étoffer déjà des initiatives sur place, quitte à prendre la tête après, éventuellement, pour éviter qu'on ne touche partout, qu'on ne crée des structures partout, et que, voilà, à la limite, que les scientifiques ne se perdent complètement dans les idées, se perdent complètement d'acteurs. Et dire que le Mali, on devrait avoir un seul think tank, ou on devrait se donner la main pour faire une seule structure pour ne pas se disperser, non, surtout pas. Un pays comme le Mali, les sujets de préoccupation nationale sont tellement variés et divers
qu'il y a de la place pour des dizaines de centres de réflexion. Je ne parle pas d'un, hein, je dis des dizaines de centres de réflexion. Aujourd'hui, on a une dizaine de think tanks, une dizaine connus, où les gens, sous une forme ou une autre, travaillent. Je pense que chacun a sa place et il faut que chacun soit accompagné dans la mesure du possible par ceux qui ont intérêt à les accompagner afin qu'ils puissent produire. Et il n'y en a pas deux de similaires. Il y a certaines dont la vocation principale est d'organiser des événements, comme Madame l'a dit tout à l'heure sur la Fondation Forum de Bamako. Il y en a d'autres qui sont orientés sur la gouvernance, uniquement la gouvernance. Il y en a d'autres, c'est plutôt un cadre intellectuel universitaire. Il y a d'autres qui sont orientés sur d'autres domaines, par exemple le domaine du développement rural. Donc il n'y a pas forcément de concurrence. Moi je ne pense pas que c'est de la concurrence. Au contraire, on s'alimente les uns et les autres, on s'accompagne. Et chacun doit savoir faire preuve de dynamisme pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est vrai, il y a de la matière grise ici en France. Beaucoup de matière grise. Ici, vous savez, c'est souhaitable. Il y a un petit pont entre votre organisation et la politique ici sur place. Le parti politique, on peut avoir un cadre de collaboration. Mais nous ne voulons pas nous fermer, quoi. Majorité, opposition, ce n'est vraiment pas notre souci. Notre souci, c'est la production. Donc, si on met en place un cadre avec la majorité, automatiquement, on va mettre en place un cadre avec l'opposition. Au regard, moi, je suis allé vers les opposants. Parce que j'ai rencontré des ministres du gouvernement qui sont de la majorité, pour qu'ils viennent au Coran. J'ai dit, mais certains opposants sont aussi des intellectuels. Donc, je suis allé les voir, pas en tant qu'opposant, mais en tant qu'intellectuel. Pour lui, ce n'est pas fermé à qui que ce soit. Venez, vous êtes invités. Mais, si on doit avoir une relation avec la majorité, même à Paris ici, il faut qu'on ait une relation avec l'opposition aussi. Parce que c'est vraiment une structure qui n'est pas politique. Et moi, je crains qu'en mettant en place un passerelle avec la majorité, bon, ils n'ont pas besoin que tu fasses quelque chose pour t'attaquer. Donc, si tu fais quelque chose, ça va être encore plus grave. Donc, il faut qu'on trouve le moyen d'ouvrir le centre à vous tous les leaders politiques qui ont des idées à contribuer. Le centre est ouvert à ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Dans le centre, dans le site du centre, il est prévu une fenêtre pour recueillir les suggestions. Donc toute personne qui a une idée, par exemple, quelqu'un a parlé d'un éboueur, il faut qu'on aille chercher les vieux éboueurs pour amener l'assainissement à Bamako. J'ai entendu ça. Les jeunes d'expérience. Voilà, exactement. Ça, c'est des choses. En allant sur le site du CERM, on peut lancer cette idée-là. Et on a le secrétaire exécutif qui recense. Peut-être certaines idées nécessiteront des études, d'autres idées pourront être publiées tout de suite. Le Mali a beaucoup de compétences. Mais on manque de cadres. Et peut-être que ces compétences aussi, qu'est-ce que je vais dire, est-ce qu'on peut s'écouter, s'il vous plaît? ne s'impliquent pas forcément sur des sujets de préoccupation qu'ils maîtrisent pour en assurer une publication satisfaisante. Sinon, on a des compétences. On a des compétences à l'intérieur du pays déjà. Et on a des compétences à l'extérieur du pays. Donc il ne faut surtout pas se dire, bon, on va renforcer l'université d'abord, avant de produire intellectuellement. Il faut que les deux aillent ensemble. L'université a des programmes, des projets. L'université est en train d'être restructurée. Mais cette restructuration, ça n'a pas daté, ça ne date pas de maintenant. C'est un processus continu depuis la création de l'université jusqu'à aujourd'hui. Et les différents pouvoirs qui se sont succédés, les différents responsables qui se sont succédés ont accompagné le processus universitaire, puisque les réformes universitaires sont engagées par les universitaires eux-mêmes. Donc, le rôle d'un ministre et à fortiori d'un premier ministre est d'accompagner, doter l'université des moyens et de faire en sorte que ces réformes puissent être conduites. Mais les deux ne sont pas séquentiels. On peut avoir une structure ou des structures, on a plusieurs think tanks au Mali effectivement, qui sont impliqués sur des sujets de préoccupation nationale, des sujets de réflexion, et aussi avoir à l'université un dispositif de production intellectuelle. L'un ne concurrence pas l'autre. Moi, je ne pense pas que c'est exclusif. Il ne faut pas attendre qu'on finisse une étape pour aller dans une autre étape. Il faut qu'on puisse conduire des activités de réflexion à différents niveaux.
Ce n'est pas forcément les mêmes vocations, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs, ce n'est surtout pas les mêmes acteurs. Donc les uns complètent les autres, les uns ne concurrencent pas les autres ou les uns ne conditionnent pas les autres. Il y a des universitaires qui travaillent avec le CERN, il y a des universitaires qui travaillent avec d'autres think tanks. Donc, je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui, où en est le pays par rapport à la décentralisation? Dans la publication de nos actes, on met toujours les termes de référence. C'est-à-dire qu'il faut toujours que vous regardez les termes de référence par rapport au produit fini. Ce premier colloque comme le second, ça n'a pas pour vocation de faire le bilan de la décentralisation. On a voulu prendre des problèmes ponctuels, précis, pour apporter des réponses précises. Donc sur la question du rôle des collectivités locales par rapport à la mise en œuvre de l'accord, ou sur la question des rapports de gouverneurs de région et de présidents de région, c'est vraiment précis. C'est une petite partie des enjeux qu'on essaie de traiter pour être le plus concret possible. Parce qu'on veut aussi ne pas être dans l'intellectualisme, c'est-à-dire proposer des idées générales qui ne sont pas applicables sur le terrain. Mais ce serait bien que vous regardiez toujours les termes de référence et les actes pour que vous ne fassiez pas de critique en rapport avec quelque chose qui n'était pas prévu de toute façon par les termes de référence. Moi, j'aimerais que le CERN essaye de réfléchir comment, c'est-à-dire les réflexions qui seront issues des différentes études, comment les appliquer. Ce qui concerne le concret, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Je vais prendre l'exemple du premier colloque qu'on a organisé. Le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Nous avons élaboré les termes de référence nous-mêmes. Nous avons conçu un dossier et nous sommes allés à la recherche de financement comme vous le faites, comme beaucoup de gens. Et nous avons eu le financement et nous avons mis en œuvre l'activité. C'est exactement ce que nous comptons faire. Nous avons déjà les termes de référence et des études approfondies et des colloques mensuels qu'on veut organiser. C'est-à-dire qu'on a déjà 5 termes de référence d'études approfondies. Si je prends par exemple l'éducation, les études approfondies, on va recruter une équipe d'une dizaine de personnes. Pendant au moins 3 mois, et nous allons payer des chercheurs qui vont travailler, collecter les informations, évaluer les politiques qui sont en cours actuellement, travailler avec la société civile, identifier les insuffisances, proposer des voies et moyens de correction à court, moyen et long terme. Et quand je dis long terme, c'est à l'échelle d'une génération, c'est-à-dire 25 ans. Et leurs études vont faire l'objet de 3 niveaux de validation. Il y aura une validation strictement scientifique au sein d'un comité scientifique du CERN. Il y aura une validation avec les membres du CERN. Et il y aura une validation avec l'ensemble des acteurs du secteur sous forme d'ateliers de 2-3 jours. Ça, ce sont les études approfondies. Donc nous avons des dossiers qui sont déjà prêts. Nous sommes en train de nous organiser pour chercher les financements. Pour les colloques, c'est plus simple. Les colloques, nous avons une douzaine de colloques que nous avons prévu d'organiser. On a fait un, il reste 11 colloques. Sur celui qui va arriver, les termes de référence, le dossier de financement, on cherche les partenaires, on les met en œuvre. Donc, c'est concrètement ce qu'on compte faire. Et vous allez voir, c'est un lien avec ce qui est traité aujourd'hui de l'association de la diaspora professionnelle universitaire et scientifique des Maliens de France. Donc nous nous rejoignons sur pas mal de préoccupations. D'abord sur la mobilisation d'un réseau d'expertise malienne qui va se saisir des questions maliennes pour essayer de les approfondir. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi comment est-ce qu'on va participer au processus de développement de notre pays d'origine. Et je vous rejoins parfaitement lorsque vous dites que les talents maliens, il y en a beaucoup, il y en a partout. Je viens très récemment d'avoir effectué une mission en France avec le secrétariat Top 10, vous connaissez le Top 10. Le Top 10, c'est un dispositif de transfert de connaissances par des expatriés nationaux. Ça veut dire que les Maliens qui sont en poste de responsabilité dans les institutions partout dans le monde peuvent retourner dans leur pays d'origine, donc au Mali, pour exécuter une courte mission. Et en faisant cette mission avec le secrétariat Top 10, j'ai découvert que les Maliens en poste sur des responsabilités importantes en France, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas toujours comment les mobiliser. Comment les mobiliser pour qu'ils retournent dans leur pays sur des questions pertinentes que vous avez soulignées ici. Alors, vous avez cité un plan d'action qui est pertinent, qui est
théoriquement très fiable, mais concrètement, comment est-ce que vous allez procéder? C'est la question que j'avais envie de vous poser. Lorsque vous dites qu'il faut réfléchir sur des thématiques qui nous intéressent, comme l'éducation, comme la formation, comme l'insertion professionnelle, comme la migration, c'est le dernier témoignage que vous avez soumis ici, comment on fait concrètement? Maintenant, il est prévu dans les statuts du CERN la création de cellules à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Donc la collaboration avec des personnes à l'extérieur du Mali peut se faire soit directement, c'est-à-dire que vous soyez membre directement du CERN et qu'à travers Internet et autres les échanges, soit si vous atteignez un certain nombre, c'est pour créer une cellule du CERN ici. Les deux ne sont pas contradictoires avec nos textes. Nous allons apprécier en fonction du nombre de personnes intéressées à travailler activement à l'intérieur du centre et voir ce qui peut être proposé. Les cotisations, c'est 100 000 francs CFA par an. C'est ce qui a été fixé et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Maintenant, il y a une question importante sur, je ne sais pas si c'est pas toujours, sur l'application des recommandations. C'est-à-dire, on a dit le centre, je crois que c'est la première question qui a été posée, mais je la réponds en dernier parce qu'elle me semble être très importante. Le centre est une structure de proposition. Nous allons proposer des choses aux décideurs, aux uns et aux autres, mais rien ne nous garantit qu'ils vont les appliquer. La plupart des think tanks ne se préoccupent pas trop de l'application de leurs recommandations. Mais dans notre cas, quand on a lancé, on a eu des discussions, on a dit, mais comment on peut s'impliquer davantage pour que nos propositions puissent être appliquées? C'est là où le politicien peut être intéressant. Donc, vous avez vu, ceux qui n'aiment pas les politiciens à l'intérieur du CERN, le politicien peut être utile, parce que lui, au moins, il est en train de chercher le pouvoir. Certains sont même dans le pouvoir. Peut-être qu'à travers ce réseau, il y a une partie des recommandations qui pourront être appliquées. Ça, c'est une piste. La deuxième piste, c'est le lobbying. Et nos connaissances dans la sphère politique, dans l'appareil administratif, sont des vecteurs qui peuvent nous permettre, les membres du CERN, à faire en sorte que nos idées puissent passer. Ça aussi, c'est une piste. Mais il y a une troisième piste qui est plus à long terme, que nous avons décidé d'utiliser, c'est la conscientisation de la masse. Si vous avez une idée, et que vous soumettez l'idée au décideur, le décideur il prend. Mais si vous partagez l'idée avec la masse, elle est susceptible de faire évoluer le décideur beaucoup plus rapidement que vous. Parce que c'est la masse qui met en place le décideur. Donc c'est pourquoi nous avons dit que nos idées, nous allons aussi les vulgariser à travers des émissions radio en Bambara, en Peul, en Sarakolé, ainsi de suite. Et nous avons trouvé une structure au Mali qui n'est intéressée que par ça. Vous connaissez la fondation Friedrich Ebert, qui est un think tank. Un think tank allemand qui est affilié au parti allemand SPD. Parce que chez les Allemands, chaque parti a son think tank. Et les think tanks des partis sont financés par l'État. On a la fondation Konrad Adenauer qui est liée au parti d'Angela Merkel. On a la fondation Friedrich Ebert qui est liée au SPD. On a la fondation Seidel qui est liée au CSU de Bavière. Et ils sont tous financés par l'État. Ils ont un système qui est un bon système. Friedrich Ebert, qui est présent au Mali depuis longtemps, nous a dit, tout ce que vous allez produire, si vous voulez lancer des émissions radio en langue locale, des débats en langue locale sur vos thèmes, nous allons tout financer. Donc ça, c'est un moyen pour nous de sortir du cadre classique des intellectuels pour aller sur le terrain des citoyens lambda. Nous, on a fait un colloque sur comment impliquer les collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Nous avons sorti des actes, on a fait un gros bouquin qu'on a envoyé à toute la République, on a envoyé à tout le gouvernement, la présidence, les institutions, la société civile, les jeunes, les femmes, tout le monde. Mais le Malien lambda, il n'est au courant de rien. Donc on va organiser un certain nombre d'émissions radio où ceux qui ont animé le thème
lors du colloque, vont venir en Bambara expliquer quel doit être le rôle du maire, quel doit être le rôle du conseiller municipal dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Quand on va travailler sur les rapports du gouverneur et le président de région, ou si on travaille sur l'immigration et ainsi de suite, on ne va pas seulement rester en haut, avec les hauts d'en haut là. On va être dans les émissions radio. Il est prévu aussi des tournées à l'intérieur dans les régions pour aller parler avec les gens et partager avec eux les fruits de la réflexion. Donc c'est un moyen d'informer, de sensibiliser la base pour que la base, elle, puisse agir sur le sommet afin que le sommet prenne en compte les fruits des réflexions du think tank. En tant que Malien de la diaspora, on s'angoisse, on est inquiet et on a envie d'espérer. Moi, je voudrais que vous nous dites ici s'il y a des raisons qui peuvent faire qu'un Malien peut espérer aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a envie, mais on ne sait pas sur quoi. En tout cas, moi, je ne sais pas sur quoi. Mais moi, j'ai envie de répondre simplement le nom Mali, quoi. C'est-à-dire le nom même de notre pays est synonyme d'espoir. Vous voyez, ce pays-là, il a tenu là où d'autres exploseraient. Ça, ce n'est pas pour rien. Ce qui s'est passé au nord de notre pays, il ne s'est pas passé le tiers en Centrafrique. Mais vous avez vu ce qui est arrivé en Centrafrique? Et ça, il a tenu pourquoi? Parce que c'est un vieux pays. Un pays de civilisation. Un pays où il n'y a pas de problème de communauté. Ce sont les gens qui prétextent. Il n'y a pas de problème de Tamashek, les Soraï, les Peuls. Il n'y a pas de problème de communauté humaine. Et c'est cette intégration sociale, cette restructuration du tissu social qui font que le Mali aura toujours un avenir. Cela ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir et regarder. Ça veut dire qu'on doit s'y mettre. Mais je vous assure, nous sommes dans les difficultés, mais nous aurons toujours un avenir. Nous avons besoin de leadership éclairé, nous avons besoin de société civile, nous avons besoin de jeunes intellectuels, nous avons besoin de tout le monde. Mais il y a matière à espérer, il ne faut pas désespérer. Il est prévu, pour terminer, que la présence des hommes politiques au CERM diminue progressivement pour disparaître. Parce que nous, on a d'autres préoccupations. Si on a dû occuper ces responsabilités, c'était compte tenu des enjeux aujourd'hui. Il faut ouvrir des portes, il faut lancer, il faut utiliser le carnet d'adresses, il faut utiliser les moyens pour lancer. Et quand il y a une masse critique de membres scientifiques, intellectuels, qui soient capables de prendre le relais, c'est vraiment avec plaisir que nous passerons le relais. Donc, encore une fois, vraiment on vous remercie. Les questions ont été très intéressantes. On a pris les contacts des uns et des autres. Vous envoyez les documents du centre et maintenir à travers le secrétaire exécutif Amadou Diop le contact avec vous tous. Vous allez recevoir ça dans la semaine qui commence demain, tous ces documents. Et vous allez voir chacun en ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse. Et ensuite, on va essayer de trouver le partenariat le plus efficace au bénéfice de la production intellectuelle de notre pays. Il n'y a pas autre chose. Voilà, donc merci encore une fois. Merci à vous. Merci.